Les perspectives de sortie de crise sanitaire étaient plutôt bonnes depuis 2021, avec une population permanente qui a freiné sa baisse, un nombre d'emplois en augmentation et une économie à nouveau florissante. Dans ce contexte, les prévisions de croissance étaient également optimistes avant la guerre qu'on connaît qui est survenue en Ukraine et dont les conséquences pour notre pays et sur le marché immobilier sont encore incertaines. Dès lors, des ralentissements sont attendus, notamment pour des raisons qui semblent relativement évidentes, mais des retards possibles de livraison d'importations en provenance de Russie ou d'Ukraine, ou encore le renchérissement de certaines matières premières et des coûts de l'énergie. Nous estimons donc que la croissance économique devrait continuer à être positive, mais inférieure à nos prévisions. Nous avons prévu environ 3,5%, et nous sommes plutôt dans une prévision de 1,5 à 2,5%. Du côté de la demande, nous observons une reprise de la croissance démographique entamée déjà depuis 2019. Lorsqu'on évoque l'évolution démographique, on pense évidemment au solde migratoire des résidents étrangers, qui continue à être positif et qui contribue grandement à cette croissance, mais pas que. Cette année et depuis l'année passée, nous avons aussi observé un solde migratoire des Suisses qui est positif. En effet, beaucoup d'immigrés qui avaient acquis la nationalité suisse avaient l'habitude de repartir soit dans leur pays, soit dans un pays autre que la Suisse à l'âge de la retraite. Et compte tenu de la sécurité et de la stabilité en Suisse depuis la crise sanitaire, ils ont plutôt préféré rester dans le pays, ce qui fait un solde migratoire des Suisses aussi positif. Au regard de ces points et de la crise actuelle qui pourrait amener à un flux migratoire encore important, on estime que la croissance démographique devrait être encore plus forte cette année, à environ 1%, 0,9, 1%. Après une année 2020 déflationniste, la reprise de l'inflation a été forte pour atteindre jusqu'à 2,2 en février. Elle a été naturellement provoquée du côté de l'offre par des difficultés d'approvisionnement et la hausse des prix des matières premières. Du côté de la demande, les effets de la politique monétaire expansive et du rattrapage après les levées des restrictions ont également joué un rôle. Cette hausse est toutefois nettement moins forte que dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne qui a connu une hausse de 5,1% ou les États-Unis avec 7,9%. Si l'inflation est restée modérée, elle a quand même progressé bien plus rapidement que les rendements des obligations. Ces derniers sont toutefois redevenus positifs et ont même passé le cap des 0,4% en mars. Compte tenu de la relative stabilité économique dans notre pays, on observe ou on imagine une relative stabilité aussi des taux, une remontée qui devrait être moins importante que dans d'autres pays. Notre inflation devrait être ou rester modérée. Si le taux reste proche de zéro et que l'inflation n'augmente pas de manière trop abrupte, le marché immobilier devrait continuer à bénéficier d'une demande soutenue. Cet intérêt a d'ailleurs été largement observé au cours de l'année passée. Les investisseurs ont continué à stimuler la demande avec comme conséquence une baisse des rendements initiaux. La différence entre rendement obligataire et rendement immobilier est inférieure à la moyenne à long terme. Il semble toutefois que l'écart, qui est aujourd'hui minime, soit un écart qui ne puisse plus vraiment diminuer encore. Et on voit mal les investisseurs à augmenter leur proportion à payer dans le futur. Les placements immobiliers directs, comme on vient de le voir, ont été encore très recherchés. En témoigne encore l'évolution des rendements bruts initiaux des immeubles d'habitation et de tous les immeubles. Le corollaire à cette baisse importante des rendements bruts initiaux est évidemment une croissance des prix qui a été d'environ 7% sur l'ensemble de la Suisse. Cette croissance a été encore plus forte dans les cantons de Zurich et dans les grands centres urbains et pour les objets de plus de 20 millions. En période de turbulence, on le sait, le marché immobilier suisse reste privilégié pour plusieurs raisons, notamment les performances qui sont moins sujettes aux variations que d'autres classes d'actifs, les revenus qui sont moins exposés aux imprévus de la scène internationale, et enfin, la protection contre l'inflation. En effet, les loyers réels, donc les loyers corrigés de l'inflation, ont globalement progressé ces 50 dernières années en Suisse. Les autres segments ont aussi également profité de l'engouement général pour la pierre, ou devrais-je dire pour le métal, puisque c'est la logistique qui a connu la plus forte hausse de ses prix. La dispersion des rendements est toutefois plus importante et volatile que ces 2 dernières années.
Si on se concentre maintenant sur le marché commercial, les surfaces commerciales profitent de la croissance dynamique de l'emploi. Dans le secteur tertiaire, par exemple, le nombre d'emplois a progressé d'environ 2,2% l'année dernière. Parmi les grands gagnants, il faut mentionner surtout la recherche et le développement, la santé et le conseil aux entreprises. C'est aussi pour ça que l'évolution ou le marché commercial a été plutôt stable l'année passée. Les perspectives de l'emploi sont en principe positives, mais comme évoqué en préambule, elles restent exposées actuellement à des risques accrus en raison de la guerre en Ukraine. Du côté de l'offre, on constate une légère augmentation. La plus forte croissance a été enregistrée dans les communes de petites et moyens centres, et dans les petits et moyens centres tout court. En revanche, elle a été relativement stable dans les grands centres. En jugé par les demandes de permis de construire, le volume d'investissement a baissé par rapport à l'année précédente. Les activités de construction vont donc légèrement fléchir à moyen terme, ce qui devrait ralentir la mise à disposition des surfaces, de nouvelles surfaces. Mais à court terme, le volume d'investissement pourrait encore progresser cette année compte tenu des permis de construire qui ont été délivrés en 2020 et de la hausse des prix de la construction. Les perspectives, donc, fin 2021, les loyers moyens des surfaces des bureaux offerts avaient reculé d'environ 2,6% sur un an. Pour l'année en cours, compte tenu du grand nombre de surfaces proposées, nous prévoyons une nouvelle baisse des loyers de l'offre. L'ampleur sera en revanche un petit peu moins prononcée que l'année passée, environ 1%. Sur l'arc lémanique, en revanche, on s'attend à une baisse un petit peu plus prononcée, puisque l'activité de construction a été plus forte. Sur le segment des ventes, le commerce en ligne gagne toujours plus de parts de marché par rapport au commerce de détail. Vous ne voyez pas, c'est bon. Commerce de détail, pardon. Surtout dans les secteurs non alimentaires, où la part en ligne a augmenté de 9 à 16% les 2 dernières années. Les analyses des nouveaux baux conclus pour les surfaces de vente situées au rez-de-chaussée montrent que le commerce de détail stationnaire perd du terrain par rapport aux surfaces de vente générales. Les surfaces ainsi libérées sont plutôt utilisées par des prestataires de services personnels de type centre de fitness ou encore institut de beauté ou salon de coiffure. En même temps, le commerce de détail a enregistré son plus fort taux de croissance des dernières années. Mais pour l'instant, la reprise du commerce de détail ne se traduit que partiellement par une hausse des loyers de l'offre. Ceci affiche une évolution stable au niveau national, mais avec des grandes différences régionales. La baisse de loyer de l'offre dans les régions de Zurich, Bâle et Berne est compensée par les hausses de loyers dans les régions de l'arc lémanique et dans le reste du pays. Les quartiers commerçants très fréquentés ont ainsi beaucoup mieux résisté au transfert actuel vers le commerce en ligne. À la suite de la bonne absorption des surfaces de vente dans les agglomérations des grands centres, le nombre de surfaces proposées à la location a enregistré un fort recul dans ces communes. En revanche, le taux de vacances persiste dans les centres des petites et moyennes tailles. Les vacants devraient d'ailleurs rester plutôt élevés puisque les demandes de permis déposées indiquent que de nouvelles surfaces de vente vont bientôt élargir cette offre. Pour le pays dans son ensemble, considérant toutes les communes, le léger ralentissement des activités de construction devrait un peu détendre la situation. Mais compte tenu des défis structurels et des transformations en cours dans le commerce, nous prévoyons un nouveau recul des loyers de l'offre cette année, environ 2,5 à 2,9%. Concernant le résidentiel, la dynamique a été un petit peu différente. Si on s'intéresse au marché dans sa globalité, nous voyons que l'offre de logement fin 2021 s'est amenuisée avec une baisse observée encore plus importante qu'à la mi-année de près de 10%. Pardon. Cette tendance est familière depuis des années, toutefois pas dans le segment locatif qui a eu tendance à augmenter. Alors que maintenant, et c'est la première fois depuis plus de 17 ans, le taux de l'offre a passé la barre des 4%. Les régions touristiques, comme les Grisons, le Valais et les régions fiscalement avantageuses ont connu les fortes baisses. En revanche, Zurich et Bâle ont vu leur offre augmenter. Les gens ayant eu tendance à chercher un logement en dehors des villes, et Zurich et Bâle a aussi connu une activité de construction qui était plus forte que d'autres communes ou d'autres régions.
Tout porte à croire que l'offre devrait continuer à se raréfier cette année et donc les logements vacants diminuer. Du côté de l'offre, l'année dernière, sur la base des permis délivrés, le nombre de nouveaux logements a connu encore une légère baisse. Nous ne distinguons pas de signe d'accélération des activités de la construction pour 2021. En revanche, le volume devrait être légèrement supérieur. Mais ce dernier n'offrira pas plus de surface, sinon des constructions de meilleure qualité et dont les prix sont aussi plus élevés. Du côté de la demande, le solde migratoire devrait toujours être largement positif et le vieillissement de la population devrait se poursuivre et continuer à créer une demande supplémentaire. Enfin, le troisième pilier de la demande, c'est la transformation des structures des ménages qui devrait se poursuivre avec un nombre croissant de petits ménages qui se créent, renforçant la demande. À long terme, la structure plus traditionnelle que nous connaissons ou que nous observons depuis 10 ans environ devrait reprendre le pas avec un solde migratoire qui va continuer à booster la demande. Les permis de construire sur le segment locatif laissent supposer une baisse du volume d'investissement dans de nombreuses régions. Toutefois, à voir le graphique des maisons individuelles, les permis de construire ont été profitables aux régions périphériques et touristiques, notamment le Valais et les Grisons. Nous nous attendons à continuer à observer cette tendance avec un dynamisme plus important dans ces régions, type rural, où il y a encore des parcelles ou des zones à bâtir. Malgré une activité de la construction qui ne devrait pas amener une offre supplémentaire différente des moyennes observées et des vacants qui devraient continuer à se réduire, nous nous attendons à une baisse des loyers de l'offre. Ceci n'est pas dû à un manque de demande, mais plutôt à un apport de stock d'anciens baux sur le marché des logements. Donc les niveaux de loyer absolus devraient être plus faibles que les loyers actuels. Enfin, le marché de la propriété maintenant, et les tendances observées à la fin de l'année 2020 se sont poursuivies, même largement poursuivies. La dynamique très favorable a continué sur le segment tant de l'APP que des maisons individuelles. La tension du marché, mesurée par l'écart entre le nombre d'abonnements de recherche et le nombre d'offres, a augmenté de 1,3 à 1,6 en une année. L'offre s'est amenuisée de 15% et comme je l'ai dit au préalable, le taux de l'offre est même descendu pour la première fois depuis 17 ans en dessous de 4%. La conséquence directe a été un resserrissement des prix en moyenne de 6 à 7% sur la Suisse. Le haut de gamme a même connu une hausse beaucoup plus forte de l'ordre de 10%. Les nouvelles incertitudes créées par la guerre en Ukraine, la remontée des taux qui fait écho à l'inflation et la fin de la politique monétaire expansive devraient également jouer un rôle de stabilisateur des prix de la propriété. Toutefois, avec une offre qu'on a vue qui est restée limitée et une demande encore soutenue, nous tablons sur une hausse des prix en 2022 dans une proportion plus modérée que les 2 dernières années. Les maisons individuelles devraient connaître une hausse plus importante du fait de la raréfaction des terrains constructibles. Nous allons passer maintenant à un vidéo-reportage, si je peux appeler ça comme ça, des communes de montagne. J'espère que vous allez vous retrouver dans vos vacances de ski à travers cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui à Villars, une station de montagne dans le canton de Vaud, qui fait partie de ces fameuses régions avec un taux de résidence secondaire plus élevé que 20%. Ici, à Villars, près de 55% des logements sont en résidence secondaire. C'est vrai que depuis le début de la pandémie, les résidences secondaires sont très convoitées. Cela se reflète par exemple sur les sites d'annonces immobilières qui comptent aujourd'hui nettement plus du double d'abonnements de recherche par rapport à 2019. La croissance des prix s'est nettement accélérée avec l'apparition de la pandémie. Comme on peut le voir sur ce graphique, en Suisse, la hausse est continue de 2012 à 2018 et s'accélère dès 2020 avec l'arrivée de la pandémie. Pour les résidences secondaires en région touristique, les prix n'ont que faiblement augmenté entre 2012 et 2018. Par la suite, ils ont augmenté d'environ 16% entre 2020 et 2021. La hausse des prix dans les régions touristiques a donc été encore plus élevée que la moyenne nationale. Cette croissance rattrape l'évolution des prix en Suisse et rétrécit l'écart. Les augmentations les plus fortes ont été enregistrées dans le Val d'Anniviers, 20%, Silvaplana, Zermatt et Verbier, entre 15 et 20%,
bien que les prix étaient déjà élevés. Plusieurs raisons expliquent ce boom de la demande et donc du prix, comme les conditions de financement attrayantes avec des taux d'intérêt hypothécaires au plancher depuis plusieurs années, même s'ils ont récemment légèrement augmenté. Nous constatons également que durant la période Covid-19, plusieurs ménages ont réussi à épargner et constituer un patrimoine plus important. Et ceci grâce aux économies sur les dépenses pour les voyages, les activités de loisirs et les achats privés, ainsi que les mesures de soutien prises par l'État ou encore par la prise de bénéfices en bourse. Et bien sûr, le télétravail. Un récent sondage a montré que 80% des personnes qui ont la possibilité de travailler à domicile souhaitent continuer d'exercer leur activité professionnelle partiellement en dehors du bureau. Il est également possible d'y combiner travail et vacances de manière flexible autant dans une résidence secondaire que dans une résidence principale. Finalement, depuis l'introduction de la Lex Weber, l'offre se tarit puisqu'il n'est plus possible de construire des résidences secondaires dans la plupart des communes. Cette année encore, il faut s'attendre à une demande intacte de résidences secondaires, bien que l'effet unique dû aux nouvelles formes de travail puisse lentement s'estomper. En parallèle, aucune offre supplémentaire ne sera créée, donc les prix devraient continuer à augmenter en 2022, toutefois dans une proportion plus modérée que les 2 dernières années. Au cours des 10 années précédant la pandémie, de nombreuses régions de montagne suisse ont enregistré une baisse ou une très faible augmentation de leur population, notamment liée à la faiblesse de certaines structures économiques. Mais depuis 2 ans, grâce à plusieurs évolutions comme la digitalisation et l'acceptation accrue du télétravail, une partie des faiblesses structurelles est ainsi compensée. À cela s'ajoute le fait que la part des personnes en âge de prendre leur retraite va fortement augmenter dans les années à venir. Pour les régions de montagne, cela signifie qu'elles gagnent considérablement en attractivité en tant que lieu de vie. Et ça, non seulement en tant que résidence secondaire, mais aussi en tant que résidence principale. Cette demande a eu comme conséquence de réduire toujours plus l'offre et donc le taux de vacances qui est pour certaines communes de montagne aussi bas qu'à Genève, soit en dessous de 0,75%. Les taux de vacances sont particulièrement bas dans les Grisons, dans l'Oberland bernois et dans la région MS de Viège, dans le Haut-Valais. D'ailleurs, la thématique du manque de logements abordables dans les régions de montagne s'est accentuée au cours des derniers mois. Nous constatons par exemple un exode des jeunes et de certains ménages vers des communes plus abordables. Une étude récemment publiée à Tsanon décrit la situation du marché du logement pour les résidents autour de la station touristique de Stade. Elle indique que les habitants à faible revenu ne trouvent plus de logement abordable et sont donc parfois contraints de quitter la région. L'étude invite la politique, la société et l'économie à agir pour contrer la problématique du logement. Par exemple, dans la région de Zermatt, une initiative avait été lancée afin de créer une coopérative pour la location et la revente de logements abordables. Les personnes vivant à la montagne ont en principe des besoins en logement très similaires à ceux résidant dans les zones urbaines. Outre le prix et la disponibilité de places de stationnement, la taille de l'appartement, luminosité, l'agencement des pièces et la qualité des surfaces extérieures seront des points importants. En revanche, l'architecture et l'esthétique, les relations avec les voisins et le nombre de salles de bain sont moins importants. Finalement, les personnes vivant à la montagne sont moins exigeantes que celles vivant en plaine, pour qui une pièce supplémentaire, le confort du niveau d'équipement de la salle de bain, l'architecture du bâtiment d'habitation, ainsi que les critères de sécurité contre les effractions, le bruit et la durabilité seront des points essentiels. Voilà près de 10 ans que la Lex Weber a été acceptée par la Suisse. Le graphique suivant vous présente les communes en rouge dont le taux de résidence secondaire est supérieur à 20%. Nous constatons qu'il s'agit principalement de communes touristiques en montagne. Mais alors, fait-il bon vivre dans l'une de ces communes en résidence principale? Afin de déterminer quelles communes de montagne sont particulièrement adaptées pour y transférer sa résidence principale, nous avons considéré différents facteurs d'influence et les avons comparés entre eux.
31 variables ont été analysées, dont notamment l'imposition, le niveau des prix, les infrastructures présentes, les distances avec les grands centres, l'emploi, etc. À l'aide de ces indicateurs, il a été possible de classer les communes les plus attractives aux moins attractives pour y transférer sa résidence principale. Les prix bas étant considérés dans cette étude comme un avantage dans le classement, un nombre relativement important de communes de montagne qui ne font pas nécessairement partie des destinations touristiques les plus connues de Suisse sont représentées dans les premières positions. La première commune romande est la commune du Cheny, Vallée de Joux, une combinaison d'une bonne infrastructure communale, d'une excellente qualité d'emplacement et une offre de logements à des prix relativement modérés et convaincantes. Les communes romandes qui suivent sont par exemple la commune de Planfaillon, au Lac-Noir, Ayen, en Zère, Clos-du-Doubs, dans le Jura, et Dolon, où nous nous situons, qui apparaissent toutes dans le top 30 des communes suisses. Les communes renommées apparaissent plus tard dans le classement. En effet, des prix plus élevés que la moyenne de 7 600 francs par mètre carré péjorent ce rating et les rendent légèrement moins attractives pour s'installer en résidence principale. Vous l'avez vu, le dynamisme des marchés de montagne est bien présent. Cela s'est observé aussi bien pour les segments de la propriété que pour le marché de la location. Parallèlement à la reprise de la demande, beaucoup de communes tentent d'améliorer leurs prestations et leur offre afin d'attirer de nouveaux ménages à l'année. Par exemple, avec des systèmes de crèche ou encore des infrastructures médicales. Un accent est également porté sur les loisirs et les sports tout au long des 4 saisons, comme la randonnée, vélo, golf, et non plus uniquement le ski en hiver. Et puis, il y a le facteur émotionnel et la beauté des sites qui nous entourent, avec des qualités d'ensoleillement, de faible pollution et des nuisances sonores réduites qui contrastent avec nos centres urbains denses. Ce sont ici autant d'atouts qui confèrent à nos régions de montagne un avenir placé sous de très bons auspices. Merci Lorraine, merci Julien pour cette brillante analyse. Vous l'avez vu, le marché de montagne a encore le vent en poupe, a de nouveau plutôt le vent en poupe, non seulement pour ses résidences secondaires, mais également pour s'y domicilier de manière stable. La question maintenant, est-ce une bonne idée d'investir dans ce marché? Existe-t-il du potentiel pour les investisseurs? Voilà. Au cours des 10 dernières années, le nombre de transactions d'immeubles de rendement dans les régions de montagne a été largement inférieur à la moyenne par rapport à la taille du marché. Cela s'explique par plusieurs facteurs, comme la faible liquidité des immeubles, les perspectives démographiques modérées avant la pandémie, un potentiel de demande donc plus faible, et le taux de vacances qui était nettement supérieur à la moyenne nationale. Finalement, les frais d'entretien étaient souvent légèrement plus élevés pour ces objets et pouvaient contribuer à la baisse d'intérêt de la part des investisseurs. Les prix des immeubles de rendement dans les régions touristiques ont moins augmenté que la moyenne suisse. En conséquence, les rendements bruts se maintiennent à un niveau élevé. Par rapport aux grands centres, la différence moyenne au début 2022 est d'environ 160 points de base, comme nous le constatons sur le graphique ci-dessus. Ainsi, l'attrait des immeubles de rendement dans les régions de montagne en tant que segment d'investissement s'est accru. Cela pourrait contribuer à ce que les rendements soient davantage sous pression et amener un plus grand cercle d'investisseurs dans ces régions de montagne. J'invite maintenant Nico à vous présenter les tendances ou l'effet d'annonce des sciences de la vie. Merci beaucoup Vincent pour l'introduction. Bonsoir mesdames et messieurs. C'est un très grand plaisir aujourd'hui d'explorer ensemble avec vous les sciences de la vie. Les sciences de la vie se composent principalement en 3 piliers. Premièrement, c'est la biotechnologie. Deuxièmement, ce sont les techniques médicales. Et troisièmement, c'est le secteur pharmaceutique. Le segment des sciences de la vie a attiré beaucoup d'attention ces dernières années et a vu un point culminant les 2 dernières années avec la crise sanitaire, avec le Covid-19. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il s'agit d'une réelle tendance dans les marchés immobiliers aussi, ou est-ce que c'est seulement un effet éphémère, temporaire?
Pour faire cela, j'aimerais bien vous prendre sur un petit voyage. Donc, on va retourner dans le Valais. Plus précisément, on descend des montagnes et puis on arrive au fond du Valais, plus précisément à Viège. À Viège se situent les sites de production de Lonza, un producteur des produits pharmaceutiques et médicaux et chimiques. Lonza a conclu un accord général avec Moderna, donc le producteur du vaccin Covid bien connu, sur 10 ans. Et puis, ça a forcé l'entreprise Lonza d'engager 1700 employés sur ce site, donc pour arriver à un total de 4500 employés sur ce site. Donc, c'est un nombre énorme. Et puis, ça a créé un effet très spécifique que j'aimerais bien vite regarder avec vous. Donc, comme on a entendu au préalable, on a vu que les taux d'offre sont à la baisse dans le canton de Valais, mais aussi au niveau de la Suisse. Mais sur les communes où les nouveaux employés sont arrivés, ils venaient majoritairement de l'étranger. Beaucoup de ces arrivants ont une formation universitaire et couplé avec ça, un revenu très élevé. Donc, sur les 3 communes autour des sites de Lonza, donc à Brigue, à Naters et aussi à Viège, ont vu une véritable chute dans leurs offres des logements locatifs. Donc, on arrive maintenant dans un marché très difficile. Une offre en dessous de 2%, ça représente qu'on a presque plus de l'offre. Tout a été mangé par les nouveaux arrivants. Aussi, au niveau des prix, on a vu un effet. On a analysé les baux conclus des loyers locatifs. On a vu, à cause du baisse de l'offre, aussi en général dans le canton de Valais, une augmentation des loyers et aussi de l'effet Covid, donc la sortie des villes. Mais aussi en Suisse, les loyers ont légèrement augmenté. L'effet sur les 3 communes en question était quand même encore plus hallucinant, avec une augmentation de 4% dans le loyer les 12 derniers mois. Donc, c'est un effet impressionnant. Et puis maintenant, il se pose un peu la question, donc c'est lié avec les sciences de la vie, est-ce qu'il y a aussi des autres effets sur les marchés immobiliers? Et puis, d'où viennent ces effets? Donc, à la base des sciences de la vie, on a analysé les tendances sociétales où on a trouvé 4 tendances principales qui mènent dans ce marché. Donc, c'est tout d'abord le vieillissement de la société qui mène à une exigence des services médicaux et des soins plus élevés, et puis aussi des gens qui veulent vivre plus longtemps en bonne santé. Une deuxième tendance qu'on a vue, c'est la santé comme une base de vie de qualité élevée en général, et puis dans tous nos têtes, c'est ancré dans nos consciences d'avoir une bonne santé. Troisième tendance aussi ici, la numérisation qui amène beaucoup de dynamisme dans ces secteurs. Et puis quatrièmement, c'est la recherche contre les maladies de civilisation comme le diabète ou l'hypertension artérielle ou des autres allergies. Donc toutes ces tendances fournissent de nouvelles opportunités aux entreprises et puis dans les secteurs des sciences de la vie à travers des innovations et des offres ciblées et ce qui contribue à la croissance de ces secteurs aussi à long terme. Donc, comment se traduisent ces tendances dans l'économie en général et plus précisément sur les emplois? Nous avons analysé ce qui s'est passé en Suisse. Donc, en général, en 2019, la répartition des emplois dans ce secteur sont principalement dans l'industrie chimique et pharmaceutique, mais aussi dans les techniques médicales couplées avec la recherche et les laboratoires médicaux. Jusqu'à 2019, on a vu sur 9 ans une augmentation des emplois de 23 000 emplois. Donc, on arrivait fin 2019 à un total de 150 000 emplois, ce qui représente 4% de la totalité des emplois en Suisse. Donc, c'est toujours une niche, mais une niche qui, quand même, montre un certain dynamisme. Si on regarde cette évolution, les 9 dernières années, c'était 2,2% par an, donc c'est très dynamique, et puis c'est nettement le double de ce qu'on a vu sur le reste de l'économie suisse.
Est-ce que c'est un effet qui est peut-être seulement lié au Covid? Et puis, si on regarde l'évolution sur l'axe temporel, on voit que ce n'était pas le cas. On voit ici l'emploi total en Suisse couplé avec l'évolution de ces secteurs de sciences de la vie. Donc, il se pose maintenant un peu la question, quel type de surface ont ces emplois besoin? Nous avons analysé les immeubles chez nous, qu'on a dans notre base de statistiques, et puis on a identifié 4 typologies différentes. La première typologie, c'est la logistique pharmaceutique, donc des entrepôts, des fois réfrigérés. Nous avons les immeubles de bureaux, donc des bureaux à usage mixte, des fois avec des laboratoires, et puis vous pouvez l'imaginer comme ce bâtiment ici, un bureau très spécifique dédié aussi aux des startups. On a aussi la partie recherche et développement qui est dominée surtout par les universités et les institutions de recherche ou des institutions spécialisées. On a aussi des grands complexes laboratoires qu'on peut observer dans plusieurs endroits en Suisse. Et puis la 4e typologie, ce sont les locaux de production. Donc il s'agit d'une industrie légère dédiée à des produits pharmaceutiques, médicaux ou biotechnologiques. Donc, ce que ces surfaces ont en commun, c'est l'exigence supérieure aux immeubles. On n'a plus besoin d'un aménagement de base, mais très spécifique en termes de technique des installations et de sécurité. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, qu'il s'agit très souvent des immeubles qui sont utilisés par le propriétaire soi-même, donc du corporate real estate, et puis un marché qui est encore peu développé pour les investisseurs. Donc, étant donné ces typologies, on se pose la question où est-ce qu'on retrouve ces biens immobiliers. On a fait aussi une analyse de la macro et micro situation de ces immeubles. Et puis, c'est ce qu'on a trouvé que la note moyenne de ces immeubles des sciences de la vie en Suisse est de 4,4 sur une échelle de 1 à 5. Donc, ce sont vraiment les meilleures communes en Suisse avec une économie puissante et aussi la proximité des grands centres. Après, si on regarde la micro-situation, la note est plutôt moyenne, donc les emplacements sont plutôt moyennes, mais ce qui est intéressant, ils sont pas trop loin des centres, mais quand même avec une infrastructure probablement un peu inférieure. Mais ce qui est très frappant ou intéressant là-dedans, c'est l'accessibilité en transport public. Donc apparemment, ces sites, ils cherchent pour attirer aussi des employés de qualité, des sites qui sont facilement accessibles. Donc, où se trouvent ces sites en Suisse? On a fait une petite analyse des clusters en analysant la densité des emplois par kilomètre carré. On a identifié 4 clusters principaux. Donc, le premier, sans surprise, le cluster bâlois, c'est un peu la capitale pharmaceutique avec les grandes entreprises Roche, Mefa, Actelion ou Novartis. Mais il y a aussi un deuxième secteur, c'est un deuxième cluster à Zurich, ensemble un peu avec Zug, qui se focalise surtout sur la production des techniques médicales, avec notamment l'EPFZ, mais aussi les sièges de Roche et Novartis à Riche, dans le canton de Zug. Le troisième cluster, c'est où on se trouve maintenant, c'est l'arc lémanique, notamment les cantons Vaud et Genève, qui sont quand même encore responsables pour 13% des emplois en Suisse dans ce secteur. Et puis, le quatrième cluster fait un peu la relation entre Zurich et Bâle et principalement dédié à l'industrie pharmaceutique avec les sièges principaux à Stein et à Villmergen. Donc, ces 6 cantons sont responsables ou représentent 60% des emplois dans les sciences de la vie en Suisse. Et puis, c'était aussi ces clusters qui étaient responsables pour 3/4 de la croissance des emplois en Suisse dans ce segment. Mais la forte croissance des sciences de la vie en Suisse n'est pas due uniquement aux entreprises qui se trouvent déjà sur place ou des startups locales, mais de plus en plus des startups internationales. Et puis, frappant, ils viennent souvent des États-Unis.
Ils cherchent ici la haute qualité de vie, mais ils cherchent aussi la proximité des instituts scientifiques ou les universités qui brillent aussi à l'échelle internationale. Il faut alors construire pour répondre à ces besoins. Et puis, donc, c'est la question où se concentre cette activité de construction ces prochaines années. On a analysé les plus grands projets en Suisse et puis on a trouvé 4 projets qui prévoient un volume d'investissement au-dessus de 200 millions. Donc, de nouveau, sans surprise, à Bâle, c'est notamment Roche et l'Université de Bâle qui investissent. Mais on a aussi à Berne, en relation avec le Inselspital, un développement pour un centre de recherche et développement. Et puis aussi à Zurich, l'EPFZ qui va construire un laboratoire et un centre de développement pour l'interface entre les sciences de la vie et la technologie. Aussi, il y a des projets qui sont encore un petit peu plus petits, entre 100 et 200 millions. De nouveau, un focus sur les clusters entre Bâle et Zurich. C'est notamment le Switzerland Innovation qui construit des parcs d'innovation sur ces terroirs. Mais aussi en Romandie, on voit des activités, par exemple à Fribourg, avec un centre pour les sciences agroalimentaires, et aussi, de nouveau à Liège, l'ANSA, qui agrandit ses effectifs. Les projets plus petits, entre 20 et 100 millions, s'étalent en fait sur toute la Suisse, ce qui est très intéressant à observer parce que ça parle pour l'infrastructure de la Suisse, aussi pour la qualité de la Suisse, et puis il y a du potentiel aussi dans des villes plus petites en Suisse pour ce cluster. Donc, quels sont les effets après sur les marchés immobiliers? On a analysé les loyers en général. Donc, il faut avouer au début, comme on a vu les différentes typologies de bâtiments qu'on observe dans ces segments, il y a aussi des différents types de loyers à considérer, donc des différents degrés de l'aménagement et de standards. Donc, d'une manière générale, on peut quand même dire que les loyers ont progressé les dernières années en raison de l'excédent de la demande. Mais le potentiel de hausse est aussi limité en raison des jeunes entreprises qui doivent souvent restreindre leurs frais de location des surfaces. En relation avec cela, on a observé que les vacants ont fortement baissé, pas seulement en Suisse, mais aussi à l'échelle internationale. Et puis, au niveau des rendements, on a examiné le marché états-unien qui est très développé déjà dans ces secteurs. On a vu que le rendement total, donc total return, qui est dans le secteur de recherche et développement, était supérieur à celui des surfaces de bureaux. Donc, il y a 2 effets là-dedans, principalement les rendements indirects qui étaient élevés, générés par les fortes propensions à payer des investisseurs dans ce segment, mais aussi les rendements directs qui étaient supérieurs à ceux des immeubles de bureaux classiques. Donc, si on regarde un peu dans le futur, comment se développera ce secteur ? En Suisse, le marché des investissements dans l'immobilier dédié aux sciences de la vie n'est que à ses débuts. En comparaison à l'étranger, nos parcs scientifiques et nos pôles de compétences sont minuscules et nos offres de locaux à louer restreintes. Donc, il y a encore un potentiel à agrandir étant donné la croissance de l'emploi. Mais les investisseurs font aussi face à certains risques. Donc, un des plus grands, c'est l'activité de construction qu'on a vu au précédent. Donc, cette activité pourrait générer des surcapacités régionales et avec ça, des vacants et des baisses de loyers. En même temps, on a aussi des entreprises très exigeantes. Donc, est-ce qu'ils trouvent vraiment le main-d'œuvre nécessaire pour les expansions visées? Ça, c'est une grande question qu'on a vue déjà avec l'ANSA, qui a eu beaucoup de difficultés. Mais finalement, ce secteur est fortement porté par les tendances sociétales qu'on a vues auparavant. Et puis, c'est surtout ça qui fait beaucoup de confiance pour le futur. Donc, pour résumer, nos analyses ont montré que les sciences de la vie ont une forte tendance réelle avec un segment de petite taille, mais de haute qualité.
En raison de la croissance supérieure à la moyenne ces dernières années en Suisse comme à l'étranger, les besoins des nouvelles surfaces sont fortement augmentés. Donc, les perspectives de croissance sont aussi prometteuses. Et puis, il y a donc un potentiel effectif à développer. Mais ce potentiel est très exigeant à réaliser. Et puis, il faut du savoir très spécifique du secteur. Avec ça, j'arrive à la fin de ma présentation. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à mon collègue François-Xavier. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci Nico pour cette très bonne présentation avec une petite tonalité suisse-allemande. J'aimerais maintenant discuter d'un autre sujet qui est au cœur de l'actualité, tout aussi intéressant, qui est l'effet de la durabilité sur la valeur des immeubles de rendement. Pour commencer, en guise d'introduction, j'aimerais présenter ici une carte à l'échelle suisse de l'impact du réchauffement climatique à l'horizon 2060 selon un scénario moyen de plus 2 degrés Celsius. On peut voir sur cette carte que le nombre moyen de jours tropicaux par an va plus que tripler à l'horizon 2060 pour atteindre un total de 14 jours par an contre seulement 5 aujourd'hui. Deuxième effet beaucoup plus local que j'illustrerai ici avec un exemple genevois, celui des îlots de chaleur et de leur renforcement. Aujourd'hui, à Genève, nous enregistrons sur la plaine de Plainpalais, qui est un espace non arborisé et non végétalisé, des températures de plus de 5 degrés par rapport à son voisin, le parc des Bastions, situé à quelques centaines de mètres, qui est, lui, équipé d'arbres et de végétation. Alors, pourquoi présenter ces deux slides ici? Pour rendre attentif sur le fait que les changements climatiques à venir auront un impact sur le marché immobilier. Les questions de durabilité auront donc une corrélation directe avec nos valeurs de marché des immeubles et nous allons essayer de vous aider à répondre à ces challenges en commençant tout d'abord par un sondage que nous avons réalisé en 2021 auprès de 237 investisseurs institutionnels immobiliers suisses. La question posée était assez simple. Payerez-vous davantage pour un bâtiment qui émet très peu d'émissions de CO2 ? Les résultats sont très encourageants. Vous pouvez le voir sur ce graphique. 22% des institutionnels ont répondu être prêts à payer entre 3 et 6% de plus pour un immeuble qui émettrait très peu d'émissions de CO2. Et 27% se sont dit prêts à payer jusqu'à 3% de plus pour ce même immeuble. De plus, cette forte propension d'investisseurs prêts à payer plus pour un immeuble qui émet peu se répète selon différentes configurations d'émissions de CO2, avec par exemple la question orientée sur le label Minergie, Minergie P, Minergie Eco, mais aussi sur l'énergie grise consommée lors de la construction des projets. Les résultats de ce sondage semblent également se refléter dans le graphique que vous voyez apparaître ici, qui montre la relation entre les émissions de CO2 et la valeur de marché d'un immeuble par logement. Alors, que peut-on tirer comme conclusion en voyant ce graphique? À ce stade de la présentation, absolument rien. Il y a beaucoup de paramètres qui influencent ces valeurs de marché immobilières et il faut donc mettre en place des régressions multiples pour écarter ces autres paramètres et se concentrer uniquement sur la relation entre CO2 et valeur de marché. Donc, c'est ce que nous avons fait au cours de l'analyse que nous allons vous présenter ici. Sur une base de données très large d'immeubles résidentiels, nous avons analysé l'impact d'une rénovation simple qui correspondait à un remplacement d'une chaudière à mazout ou gaz pour une pompe à chaleur. Et nous avons essayé de quantifier vraiment le lien entre le gain d'émissions de CO2 versus la valeur de marché. Pour faire cela, nous nous sommes concentrés sur 3 facteurs clés pour la valeur de marché, à savoir les investissements, donc quel est le coût de remplacement d'une chaudière pour une pompe à chaleur. Pour cela, nous avons utilisé une base de données de 2500 immeubles qui ont subi ce genre de remplacement. Ensuite, en numéro 2, nous avons analysé les revenus sur une base de données de près de 40 000 baux conclus entre 2015 et 2021. Et puis, pour finir, nous avons évalué l'impact sur le taux d'escompte sur une base de données transactionnelle d'immeubles qui se sont vendus depuis 2017. La première étape de l'analyse a été de calculer les émissions de CO2 sur notre échantillon d'immeubles résidentiels. Vous pouvez voir sur ce graphique à gauche, en rouge, les 7% de l'échantillon qui sont déjà chauffés avec une pompe à chaleur et qui n'émettent donc 0 émission de CO2. Pourquoi 0 ?
Sur cette étude, nous nous sommes concentrés sur les émissions de CO2 en phase d'exploitation, c'est-à-dire que nous ne prenons pas en compte l'approvisionnement en électricité pour alimenter la pompe à chaleur. Cette hypothèse est relativement juste sur le marché suisse, dans le sens où la production d'électricité en Suisse émet très peu de CO2. Pour le reste des immeubles chauffés au fioul et au gaz, nous avons une moyenne d'émissions de CO2 de 25 kg par mètre carré annuel. Ce qui veut dire, entre autres, que si vous prenez ces immeubles et que vous remplacez la production de chauffage au mazout ou au gaz par une pompe à chaleur, vous réaliserez, entre autres, une économie de 25 kg par mètre carré annuel. Ensuite, nous nous sommes penchés sur le premier facteur qui impacte la valeur de marché, à savoir les investissements. Combien coûte le remplacement d'une chaudière par une pompe à chaleur? Comme vous pouvez le voir sur ces chiffres ici, un remplacement d'un chauffage au fioul par ce même type d'installation coûte seulement 1 400 francs par logement et 1 200 francs pour du gaz. En revanche, pour les pompes à chaleur, nous sommes tout de suite sur des coûts beaucoup plus conséquents, de l'ordre de 10 000 francs pour les pompes à chaleur air-eau et 15 400 francs pour les pompes à chaleur sol-eau. Si maintenant nous traduisons ces coûts d'investissement en annuités sur la durée de vie de l'installation, à savoir 25 ans pour les chaudières standards, mazout ou gaz, et 35 ans pour les pompes à chaleur, nous obtenons une annuité de 39 francs par logement par mois pour le remplacement en pompe à chaleur, contre seulement 5 francs pour du gaz ou du fioul. Ce qui représente pour le propriétaire, lors de ce changement vers une pompe à chaleur, un surcoût de l'ordre de 34 francs par logement et par mois, qui est bien évidemment péjorant pour la valeur de marché. Petite limitation ici, il faut savoir que la base de données utilisée a en moyenne des immeubles qui contiennent en moyenne 33 logements, ce qui est un petit peu plus grand que la moyenne suisse. Si maintenant vous utilisez ces chiffres sur, par exemple, des plus petits immeubles ou voire même des villas, les coûts indiqués ici ne fonctionnent plus, ils seront beaucoup plus élevés. Ensuite, passons aux revenus. Donc, nous avons ici analysé une base de données de près de 40 000 baux signés entre 2015 et 2021. Sur ce graphique, vous voyez une relation émission de CO2 loyer net par mois, avec une tendance très claire qui dit que les immeubles qui émettent peu de CO2 sont aussi ceux qui ont les loyers les plus élevés. Encore une fois, il faut mettre en place une régression multiple pour écarter tous les paramètres qui influencent également les loyers et ne garder que la relation entre CO2 et loyer net. C'est ce que nous avons fait et vous pouvez voir les résultats de la régression ici. Une économie de 1 kg par mètre carré de CO2 est synonyme sur cette base de données d'une augmentation de loyer de 0,12%. Si maintenant nous reprenons l'économie qu'on a présentée dans les slides précédents de 25 kg par mètre carré lors du remplacement de la chaudière pour une pompe à chaleur, cela se traduirait par une hausse de loyer de l'ordre de 3,1%. Sur ces 40 000 baux, nous avions un loyer moyen de l'ordre de 1 460 francs par mois, ce qui représente une augmentation de loyer de 40 francs par mois que le propriétaire peut récupérer par le simple fait de remplacer la chaudière pour une pompe à chaleur. Alors maintenant, que se passe-t-il pour le locataire? Est-ce que c'est ce locataire qui va payer cette augmentation de loyer de 40 francs? Vous allez voir qu'en réalité, non, puisque lors d'un passage sur une pompe à chaleur, nous avons des économies de charges de chauffage, donc à la fois pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire, qui arrivent. Sur cette même base de données, nous avions en moyenne 33 francs par logement et par mois qui étaient économisés en charge grâce à ce changement de chaudière. Ce qui fait qu'en réalité, le locataire, lui, payant un loyer brut, donc net plus charge, se voit impacté de seulement 7 francs par mois et par logement suite à la rénovation de cette chaudière. Ce chiffre est assez important car sur le marché immobilier, au final, c'est la propension du locataire à payer un loyer brut qui est importante. D'autant plus que dans certaines zones où le marché est peut-être un peu plus difficile, il est parfois compliqué lors d'une rénovation de répercuter ces travaux sur les loyers. Donc, il est important ici de voir qu'au final, grâce aux économies de charges, la hausse de loyer qui profite aux propriétaires est en fait en partie compensée par cette économie de charges. Et ce genre de calcul sera probablement renforcé si nous refaisions les analyses aujourd'hui avec un coût de l'énergie qui a déjà augmenté. Le dernier paramètre que nous avons analysé pour avoir l'impact de la valeur de marché est le taux d'escompte. Donc pour cela, nous avons pris une base de données de 432 immeubles résidentiels vendus depuis 2017. Ici, encore une fois, une tendance très claire, les immeubles à faible émission de CO2 sont ceux qui ont les taux d'escompte les plus faibles, ce qui signifie les valeurs de marché les plus hautes.
Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans la valeur de marché. Donc, nous mettons en place également une régression multiple, approche probabilistique, pour écarter tous les autres facteurs et se concentrer uniquement sur la corrélation entre CO2 et taux d'escompte. Dans cet échantillon transactionnel, nous avons pour 1 kg de CO2 par mètre carré économisé une baisse du taux d'escompte de 0,4 points de base. Ce qui veut dire que dans le cas d'une rénovation avec remplacement de la chaudière, comme on a vu avant, où on économise 25 kg de CO2 par mètre carré annuel, cela impacterait le taux d'escompte de moins 10 points de base. Dans notre base de données, le taux d'escompte moyen était de l'ordre de 3%. Si on ajuste à moins 10 points de base les transactions de cet échantillon, cela impacte les valeurs de marché à plus 3,3%. Maintenant, en résumé, si nous prenons ces trois facteurs tous ensemble, nous avons vu qu'avec un remplacement de chaudière vers une pompe à chaleur, en moyenne, sur notre échantillon, nous avions une économie de CO2 de l'ordre de 25 kg par mètre carré annuel. Cela vient bien évidemment avec un investissement supplémentaire, un surcoût du propriétaire pour le remplacement de la chaudière de 34 francs par logement. Ce surcoût est directement compensé par une hausse de loyer de l'ordre de 40 francs par logement. On rappelle ici que le locataire, lui, ne paye pas 40 francs en plus par mois, puisque ses charges se sont vues réduites de 33 francs, ce qui fait que son loyer brut n'est impacté que de 7 francs. Et puis pour finir, le taux d'escompte est lui ajusté à moins 10 points de base. Quel est le résultat en termes de valeur de marché sur cet échantillon? Nous avons, par le simple passage à la pompe à chaleur et la réduction des émissions de CO2, une hausse moyenne des valeurs de marché de l'ordre de 4%. Alors, cette étude a été conduite avec des transactions et des baux actuels et historiques. Si maintenant nous reconduisons l'étude dans le futur, avec l'importance que prend la durabilité, les critères ESG en phase d'acquisition qui sont maintenant de plus en plus regardés par les institutionnels, la transparence que nous avons maintenant sur les calculs de CO2 et de rating, il se pourrait que cet effet soit amplifié et que la hausse de valeur de marché que l'on constate aujourd'hui à 4% augmente dans le futur. Pour conclure cette présentation, j'aimerais élargir aussi sur une thématique plus vaste. Ici, nous avons un aperçu bref des critères du rating ESG Wüest Partner. Nous avons parlé au cours de cette présentation des émissions de CO2 et de leur impact sur la valeur de marché. Mais il y a bien évidemment d'autres aspects de durabilité qui influencent également vos valeurs de marché. On a parlé par exemple au début de cette présentation du réchauffement climatique et de la végétalisation, qui va dans le futur impacter le confort des habitants et donc les loyers et la valeur de marché. Le rating ESG dans sa globalité, en prenant les trois critères, a donc également un poids à jouer dans l'évaluation des valeurs de marché. On pourrait d'ailleurs imaginer dans le futur, après avoir réalisé suffisamment de rating ESG homogène entre les immeubles, de pouvoir refaire une analyse comme on a fait, en prenant cette fois-ci en input non pas les émissions de CO2, mais la note du critère ESG pour trouver des corrélations avec les valeurs de marché. Je vous remercie pour votre attention et vais redonner la parole à Vincent pour clôturer cet événement. Merci FX, merci Nico pour ces deux présentations. Nous arrivons effectivement gentiment à la fin de la présentation. Vous l'avez vu, le marché reste fortement dynamique pour certains segments. Il reste sous tension pour d'autres segments, notamment le commercial, mais la Suisse fait toujours preuve d'une capacité de rebondissement et d'adaptation qui est assez importante. Et nous nous efforçons aussi d'analyser ces changements sociétals ou ces changements de phénomènes et restons bien évidemment à votre disposition pour tout conseil pour vos projets futurs. Je terminerai rapidement. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, non, vous ne voyez plus. Je terminerai alors juste rapidement, je ne sais pas si j'arrive encore. Voilà. Par vous parler de développements qui se sont passés au sein du groupe. Vous le savez, on vous l'a déjà dit les autres années, donc on a 4 bureaux en Suisse, nous avons des bureaux en Allemagne et nous avions acheté ou acquis aussi une société en France en été 2020, Omadata. Cette société est devenue, depuis la fin de l'année passée, Wüest Partner France et propose les mêmes services que tout le groupe Wüest Partner, c'est-à-dire une combinaison de ce qu'on suppose savoir faire de mieux, la partie REX, la partie data et la partie sustainability, durabilité. Et puis, depuis le 1er janvier, l'équipe de Paris s'est renforcée avec un responsable pour l'évaluation et le conseil, en la présence de Victor Pumel, qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir et qui sera évidemment à votre disposition aussi
pendant l'apéro pour répondre à vos éventuelles questions. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Je remercie encore évidemment toutes les équipes, l'équipe Research chez nous à Zurich, Robert et son équipe, Tata pour les montages vidéo, Lorraine et Julien aussi pour vos magnifiques prestations à Villars. Et bien évidemment, je vous remercie vous d'être venus aussi nombreux. Je remercie les gens qui étaient en ligne, une 70aine de personnes qui nous suivaient aussi en ligne. Et je me réjouis de partager dans les prochains instants l'apéro qui se déroule juste derrière la paroi, là où vous êtes arrivés. Un cocktail dînatoire vous attend. Merci encore et puis une bonne fin de soirée. Profitez bien.